Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 25 août 1715, oh, vous me voyez venir, l'atmosphère à Versailles est funèbre. Louis XIV est au plus mal, cela fait 2 semaines qu'il s'est affaibli, plusieurs jours qu'il reste dans sa chambre sans plus en sortir. Depuis la veille, la gangrène qui ronge sa jambe s'est révélée sans contredit sous peu. Elle va mettre fin à un règne d'une durée à peine croyable, 72 années. Il est même plus que probable que Louis XIV n'atteindra pas le jour de ses 77 ans. Et pourtant, à peine 11 jours plus tard, eh bien, oui, on est le 25 août et les 77 ans de Louis XIV doivent tomber le 5 septembre. C'est ça, ça fait bien 11 jours. Dès lors, sa priorité est de se préparer à mourir dans la foi catholique. Ai-je besoin de le préciser? L'avenir du royaume tient une grande place dans ses préoccupations. Il faut dire que le futur proche est assez imprévisible puisque dès que Louis XIV aura rendu l'âme, son successeur sera un petit garçon de 5 ans, son arrière-petit-fils, réputé peu solide, orphelin de père et de mère et qui déjà a perdu ses 2 grands frères. Le roi mourant craint que cet enfant ait à affronter des turbulences pendant la régence qui va suivre. Il doit donc à tout prix s'assurer que des personnes sûres seront auprès de cet enfant pour veiller sur ses apprentissages et sur son quotidien. À vrai dire, Louis XIV y pense depuis longtemps à tout ça. Il a déjà tout prévu dans son testament, qui pour l'essentiel est encore tenu secret. Et en ce 25 août donc, il est temps de s'entretenir avec ceux qu'il a choisis pour tenir un rôle clé après sa mort. Et avant son neveu, le duc d'Orléans, qui sera la grande figure de la régence, le roi, sur un ton encore plein d'autorité, fait avancer auprès de lui un vieux courtisan qu'il a déjà doté d'une position et de fonctions enviées. Ce vieux courtisan, c'est donc notre maréchal de Villeroy. Le vieux soldat de 71 ans approche. Et c'est un monsieur qui porte beau, Il est grand, plein de manières. Vieilli, certes, encadré d'une perruque absolument superbe. Le vieux soldat est affecté de voir son maître si proche de la fin. Il est là, au fond de son lit, Louis XIV, le visage tiré par le mal qui le torture. Et il prend la parole, ce vieux roi. Le ton est solennel. « Monsieur le maréchal, je vous donne une nouvelle marque de mon amitié et de ma confiance en mourant. Je vous fais gouverneur du Dauphin, qui est l'emploi le plus important que je puisse donner. Je ne doute pas que vous ne me serviez après ma mort avec la même fidélité que vous l'avez fait pendant ma vie. J'espère que mon neveu vivra avec vous, avec la considération et la confiance qu'il doit avoir pour un homme que j'ai toujours aimé. Adieu, monsieur le maréchal. J'espère que vous vous souviendrez de moi. » Et à ces mots auxquels il pouvait s'attendre, puis le roi laisse ses yeux déborder d'émotion. L'entretien est fini, il baise la main du roi et puis il s'éloigne avec respect, à reculons comme l'exige l'étiquette, les épaules chargées d'une responsabilité très lourde, mais d'une responsabilité en même temps glorieuse. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, pourquoi est-ce que Louis XIV a choisi cet homme-là pour être au plus près de son successeur? A priori, on pourrait penser que la longue carrière militaire du maréchal a certainement pesé. Bon, disons poliment que ça n'est pas la principale raison. Sur les champs de bataille, Villeroy n'a pas toujours été sans mérite, c'est vrai, mais on se souvient surtout des bévues qu'il a commises. En 1695, il a laissé partir une armée importante qu'il était en train de battre. En 1702, il s'est fait capturer en Italie et on a presque envie de dire qu'il y a mis du sien. 4 ans plus tard, il a essuyé à Ramillies une défaite catastrophique et qui a coûté extrêmement cher au royaume. Bref, je ne vais pas m'attarder, mais disons-le, Villeroy n'a pas été un foudre de guerre et Louis XIV n'est évidemment pas naïf, il le sait très bien. Le roi l'a
l'apprécie, il le connaît depuis longtemps. Il faut vous dire que ce Villeroy est le fils de son propre gouverneur et dès l'enfance. On peut dire que ce garçon a fait partie de son entourage. Il a beaucoup partagé avec Louis XIV, beaucoup de souvenirs, mais aussi d'opinions, de grands principes. Le maréchal a l'avantage d'être très proche de Madame de Ventadour, la gouvernante du futur Louis XV. Il faut vous dire qu'ils ont entretenu une liaison sentimentale. Bref, on se dit que ces deux-là, la gouvernante et le gouverneur, devraient collaborer sans trop de problèmes. Et enfin, Villeroy est ce qu'on appelle un animal de cour. Un homme qui connaît les intrigues, qui sait faire plaisir à qui il faut, qui est parfaitement au fait des subtilités de l'étiquette. Je cite Saint-Simon, bien entendu, toujours féroce. Il avait cet esprit de cour et du monde qui éblouit les sots, et que l'habitude de la familiarité du roi, de la faveur, des distinctions, du commandement rendait plus brillant, et dont la fatuité suprême faisait tout le fond. C'était un homme fait exprès pour présider à un bal, pour être le juge d'un carrousel, et s'il avait eu de la voix, pour chanter à l'opéra les rôles de roi et de héros, fort propre encore à donner les modes et à rien du tout au-delà. Ça donne toujours un peu le vertige de citer Saint-Simon. C'est d'une incroyable intelligence et d'une virtuosité sans pareil. Bref, il médit Saint-Simon, c'est son rôle. Mais le fait est là, dès la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, donc à 4 jours de ses 77 ans, dès cette mort, Villeroy devient un des personnages sur lesquels il va falloir compter. La position de cet homme-là est éminente, autant dire que ce n'est pas une position sans danger. Vous écoutez Radio Classique. Je vous propose ici de faire un petit saut dans le temps, 7 ans. Nous sommes maintenant à l'été 1722, donc ces 7 années se sont écoulées depuis la mort du grand roi, et ce sont les 7 années de la régence, bien entendu. Louis XV maintenant a 12 ans, la régence du duc d'Orléans, donc du neveu de Louis XIV, continue, mais plus pour très longtemps, puisque le jeune roi sera bientôt considéré majeur. Vous savez que les rois de France étaient majeurs à l'âge de 13 ans. Par ailleurs, la cour vient de reprendre ses quartiers au château de Versailles. Il faut vous dire que ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas mis les pieds à Versailles. Le régent était à Paris et le petit roi, après avoir vécu un temps à Vincennes, était lui-même rentré à Paris. Bref, Villeroy, qui maintenant est âgé de 78 ans, est toujours aux côtés de son protégé. Le maréchal assomme quelque peu son petit roi de leçons de cérémonial. Il a quand même un côté vraiment, j'allais dire old-fashioned, un peu vieille cour, comme on disait à Versailles. Il n'empêche, Villeroy, ancré dans les modes de pensée de cette vieille cour de Louis XIV, est un de ceux que le petit roi ne peut manquer de voir chaque jour. Le vieil homme, non sans orgueil, prend sa mission très au sérieux. Il essaie de contrôler tous les pans de son existence et n'admet par exemple en rien que quiconque puisse parler avec Louis XV sans qu'il soit là. Ça finit par agacer le régent, cette histoire. C'est pas le seul désaccord entre les deux hommes. Pour tout vous dire, au fil du temps, le peu flexible Villeroy a vu d'un mauvais œil un certain nombre de choix du régent. Il lui arrive de se montrer hostile. Il déteste surtout celui qui a été imposé comme le grand conseiller de ce régent, son éminence grise, le cardinal Dubois, bien sûr, un fils d'apothicaire qu'il ne peut voir que comme une espèce de parvenu, vous imaginez bien. Et l'agacement du maréchal ne cesse de grandir, à tel point que, le 20 juillet, Villeroy, toujours plein de cette espèce d'air supérieur qu'il transporte partout, et sans doute d'une humeur plus mauvaise que de coutume, ne se contient plus. Jean-Christian Petit-Fils, dans sa bio du régent, nous dit « Rencontrant le cardinal de Bissy en compagnie de Dubois, il lui lança « Vous aussi donc vous pliez devant l'idole ?» Et se tournant vers Dubois, il ajouta cinglant « Vous voulez tout gouverner, monsieur, mais je ne le souffrirai pas. » Une algarade s'ensuivit. Écumant de colère, Villeroy courut chez le duc d'Orléans demander réparation. En tout ceci laissa tomber le prince d'un ton détaché. « Je ne vois que votre tort, monsieur le maréchal. » Vous imaginez la tête de Villeroy. Le régent ne désavouera donc pas son bras droit, et au contraire, après un nouvel esclandre, peut-être plus pénible encore entre le maréchal et Dubois, le moment paraît venu pour le régent d'éloigner ce maréchal décidément incontrôlable. Maréchal qui précise, Alexandre Dupilet, le biographe du duc d'Orléans et de Dubois, imaginait que la majorité du roi venant, il était susceptible de jouer un grand rôle dans le gouvernement
nouveau gouvernement, voire de contrebalancer l'autorité du régent. Le duc d'Orléans agit pour refroidir ce genre d'idées de la plus rude des manières, et avec quelques fidèles, il va monter toute une espèce de piège contre Villeroy. Bon, c'est un petit risque, difficile en effet de prévoir si le roi, qui est un adolescent assez difficile à cerner, difficile de savoir si Louis XV ne va pas se fâcher qu'on attaque ainsi son cher gouverneur. Le régent, tout de même, possède un atout, c'est le côté un peu soupe au lait de Villeroy, vous l'avez compris. Il est facile de jouer là-dessus, vous savez. Ça n'est d'ailleurs pas arrangé par des soucis personnels du maréchal cet été-là, puisque, entre autres, 2 de ses jeunes descendants ont été découverts en train de batifoler à l'air libre en compagnie d'autres seigneurs de la cour. Je ne vais pas entrer dans cette affaire de mœurs, mais inutile de vous dire que c'est pas le genre de c'est pas le genre de choses qui comble de fierté le maréchal au principe un peu raide. Ce genre de préoccupation, en tout cas, ne l'aide sans doute pas à mesurer ce qui est en train de se tramer contre lui en coulisses. Après s'être fait un ennemi du cardinal Dubois, il aurait dû imaginer qu'on n'allait pas le laisser faire. Bref, voilà le 10 août, un jour qui s'annonce a priori comme les autres. Ce matin-là, le régent vient travailler avec le jeune roi. Il s'agit de familiariser Louis XV avec la gestion de son royaume. Et lors de ce genre de séance, Villeroy, toujours tellement pointilleux, tient à être là, bien sûr. Seulement cette fois, le duc d'Orléans rompt avec les habitudes et il va formuler une demande que le maréchal doit trouver lui-même un peu hardie. Il voudrait, dit-il, parler quelques instants avec le roi en dehors de toute autre présence. Vous imaginez la réaction du maréchal, c'est hors de question. Le régent, évidemment, s'attendait à cette réaction et il ne s'arrête pas à ce refus altier. Il argumente avec toute la politesse dont il sait faire preuve. Il y a des choses que le roi a maintenant l'âge de savoir et qu'il est le seul à pouvoir entendre. Allez, je vous cite encore un peu Saint-Simon, pourquoi ne pas se faire plaisir ? Le maréchal, dit Saint-Simon, s'échauffant et secouant sa perruque, répondit qu'il savait le respect qu'il lui devait et pour le moins autant ce qu'il devait au roi et à sa place, et protesta qu'il ne souffrirait point que son Altesse royale parlât au roi en particulier, parce qu'il devait savoir tout ce qui lui était dit, parce que son devoir était dans tous les moments de répondre de sa personne. Vous vous rendez compte de cette phrase ? Ça sous-entend quand même que Louis XV serait en danger avec son oncle, avec le régent. Là, évidemment, Philippe d'Orléans saute sur l'occasion pour parler fermement à Villeroy. Il rappelle qui il est. Il propose de ne pas poursuivre ce débat devant le souverain. Soit les 2 hommes se donnent rendez-vous dans l'après-midi même pour tirer les choses au clair. Et avec un certain cran, mais fort peu de prescience, Villeroy se pense de taille à répondre au régent. Après tout, il tient sa mission de Louis XIV en personne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, évidemment, il faut imaginer le maréchal de Villeroy pendant tout ce déjeuner, enfin, ce que nous appelons nous déjeuner, ce dîner du 10 août 1722, en train de préparer des objections, des réparties bien ciselées, des protestations, en appelant à des principes inviolables, enfin bon... Et voilà maintenant l'heure de se rendre auprès de son contradicteur, auprès du régent. Il progresse de cette démarche absolument majestueuse avec la petite suite sous les beaux plafonds de Versailles. Et le voilà dans une petite pièce assez proche du cabinet du duc d'Orléans, paré à en découdre. Si l'on en croit le récit du duc d'Antin, une surprise l'attend. Soudain, on ferma toutes les portes sur lui et les gardes retinrent ses domestiques. Des hommes en armes sont là pour garantir l'ordre et un officier important paraît devant le maréchal. Il n'ira pas plus loin. Pire, il doit quitter la cour. Sa mission auprès du roi s'achève ici, maintenant. Le maréchal ne s'attendait pas à un coup aussi violent. Il hausse la voix. Il souhaite s'adresser au roi, au régent, si possible aux 2. Il n'en verra aucun. Les ordres sont clairs. Villeroy est emmené hors de Versailles. Puis, dans un gros carrosse, on l'envoie à destination de son château sur les rives de l'Essonne. Ce sera un bien triste voyage et Saint-Simon savoure le récit que le cardinal Dubois va lui faire de tout cela. Il me conta, dit-il, que le maréchal n'avait cessé de crier à l'attentat commis sur sa personne, à l'audace du régent, à l'insolence de lui, Dubois, puis à invoquer les mânes du feu roi
Villeroy a exalté sa confiance en lui, l'importance de la place pour laquelle il l'avait préféré à tout le monde, le soulèvement qu'une entreprise si hardie allait causer dans Paris et dans le royaume, et le bruit qu'elle allait faire dans tous les pays étrangers. Oui, ça c'est ce qu'espère Villeroy, mais la réalité c'est que l'émotion est assez contenue pour tout vous dire. Il n'y a vraiment pas de quoi effrayer le régent ni le cardinal et Louis XV. Et Louis XV, quelle va être sa réaction? Parce que c'est ça la vraie question. Je cite de nouveau Jean-Christian Petit-Fils. On annonça d'abord au jeune roi que le maréchal était malade de la petite vérole. Le crut-il? Le lendemain, comme le régent voulait le mener en promenade, il refusa d'un ton bourru et lui ferma sa porte au nez. Une explication s'imposait. Au premier mot, l'enfant rougit et ses yeux se mouillèrent. La nuit se passa dans les larmes. Mais 2 jours après, tout était oublié. Franck Ferrand sur Radio Classique. Finalement, c'est jusqu'à Lyon qu'on va exiler Villeroy. Le roi semble donc ne pas trop s'attarder à l'événement. Avec un caractère quand même très capable de dissimulation, il est permis de se demander ce que va faire Louis XV quand il va devenir majeur. Là, dans quelques jours maintenant, est-ce qu'il va rétablir son ancien gouverneur? Dubois s'en effraie. Le duc d'Orléans fait ce qu'il peut pour démontrer à son pupille, si je puis dire, que Villeroy doit rester là où il est. Quant au principal intéressé, il veut croire qu'un retour triomphal d'exil va répondre très vite à l'humiliation inouïe que ces gens lui ont infligée. Février 1723, ça y est, le roi est majeur. Le roi est majeur, mais il ne change rien à l'égard du maréchal. Et dans l'année qui suit, Dubois, puis le duc d'Orléans vont mourir. Et de nouveau, alors qu'il n'y a plus d'opposition à son retour à la cour, et bien de nouveau, le sort de Villeroy reste inchangé. Ce n'est que des mois plus tard, après des suppliques répétées de tous les alliés que le maréchal pouvait entretenir à la cour, que finalement Villeroy sera autorisé à se présenter de nouveau devant le roi. Et évidemment, la cour bruisse de ses retrouvailles. Je cite Michel Antoine dans son très célèbre ouvrage sur Louis XV. Villeroy arriva à Paris le 25 juin 1724, se rendit le lendemain à Versailles, et fut mené le 27 chez le roi, qui parut attendri, mais ne lui dit rien. Là-dessus, le vieillard, toujours fier et haut, vint au dîner de Sa Majesté, qui parla à bien des gens, mais ne l'honora ni d'un regard, ni d'une parole. Et le chroniqueur Barbier de conclure: le maréchal éprouve le premier effet de la fierté et de la hauteur qu'il a inspiré au jeune monarque. Eh oui, il mourra, Villeroy, quelques années plus tard, en 1730. Il a 86 ans. Il n'a pas retrouvé la faveur qui, face à Louis XIV mourant, lui avait inspiré tant d'émotions, tant de fierté et tant de zèle. Vous écoutez Radio Classique.